Et si on se disait que les plus grandes stratégies marketing actuelles n'avaient pas été inventées dans la Silicon Valley, mais dans le Paris du 19e siècle? C'est une affirmation qui peut paraître un peu folle, mais les faits sont là. Allez, on plonge. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. On va découvrir ensemble comment le partenariat entre un romancier de génie et son éditeur visionnaire a pu créer il y a un siècle et demi un modèle commercial d'une modernité absolument stupéfiante. Alors, voici nos deux protagonistes. D'un côté, Jules Verne, qu'on pourrait voir comme le créateur de contenu prolifique. De l'autre, Pierre-Jules Hetzel, l'architecte commercial visionnaire. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est de voir à quel point leurs méthodes sont des calques quasi parfaits de nos stratégies d'aujourd'hui. La sérialisation, c'était leur marketing de contenu. Les 3 formats, leur modèle freemium. Les voyages extraordinaires, c'était déjà un univers partagé. Et le fameux cartonnage des traînes, c'était ni plus ni moins que l'ancêtre de nos drops en édition limitée. On va maintenant décortiquer ce système. C'est un véritable plan, une architecture complète pour capter et retenir l'attention qui reste, on va le voir, incroyablement pertinente. L'idée géniale d'Hetzel, c'est qu'avant même de chercher à vendre un seul livre, il a d'abord construit une audience. Comment? En offrant un contenu régulier, à bas prix, via son magazine. Il a créé une communauté fidèle avant même que le produit final, le livre, ne soit disponible. C'est exactement le principe du marketing de contenu. Et donc, le point crucial, c'est que la fin de chaque chapitre n'était pas du tout laissée au hasard. C'était un outil commercial froidement calculé. Cette suspension narrative, le fameux cliffhanger, rendait la livraison suivante tout simplement indispensable. Non seulement ça rassurait la fidélité, mais ça permettait même à Hetzel de tester en direct ce qui marchait le mieux auprès des lecteurs. Brillant. Et ça illustre parfaitement la vision de Hetzel. Il ne gérait pas des manuscrits au petit bonheur la chance, non. Il pilotait un flux de production. Il a imposé à Verne un contrat pour 2, puis 3 romans par an pour alimenter sa machine éditoriale avec la régularité d'un métronome. Bon, passons maintenant à la monétisation. Et c'est là que le génie d'Hetzel explose littéralement. Une fois que l'audience était captée grâce à la sérialisation, il allait lui proposer le même contenu mais sous 3 formes à 3 prix complètement différents. Ce tableau est juste saisissant. Le format de base, bon marché, c'est la porte d'entrée, la version gratuite pour acquérir un maximum de monde. L'édition intermédiaire, c'est l'abonnement standard. Et le niveau premium, le fameux cartonnage des traînes, c'est l'édition collector qui, en fait, finance tout le reste. Parce que ce n'était pas juste un livre, c'était un objet de désir, un vrai marqueur social. Avec plus de 2000 variations de relure, Hetzel a créé un cauchemar délicieux pour les collectionneurs. Il appliquait déjà la mécanique de la rareté calculée que des marques comme Supreme ou Nike utilisent aujourd'hui avec leurs fameux drops. Alors, comment est-ce que ce système a pu fonctionner si parfaitement? Eh bien, derrière la mécanique commerciale, il y avait une philosophie, une proposition de valeur incroyablement puissante. Voilà la clé. Tout tient dans ces 3 mots. Cette devise, c'était une exigence contractuelle d'Hetzel. Ce n'était pas un simple slogan marketing, c'était l'architecture même de toute la collection. C'était un coup de génie absolu. Dans une société bourgeoise où le roman était souvent vu comme une perte de temps, Verne offrait un plaisir qui se justifiait par l'utilité. Les parents pensaient acheter une simple aventure pour leurs enfants, mais ils avaient l'impression d'investir dans leur éducation. Et ça a fait exploser le marché potentiel. Et puis, en 1866, Hetzel a une autre idée brillante, donner un nom de marque à la collection. Les voyages extraordinaires deviennent une franchise. Chaque nouveau livre est une publicité pour l'ensemble du catalogue. Et Verne, de son côté, s'amuse à tisser des liens entre les romans, récompensant les lecteurs les plus fidèles avec des clins d'œil et des résolutions d'intrigue. Ça ne rappelle rien, c'est exactement le principe de l'univers cinématographique Marvel. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? On va passer en revue 7 principes intemporels que n'importe quel créateur de contenu pourrait appliquer dès maintenant. Première leçon, la régularité, c'est la reine. Une audience fidèle, ça ne se construit pas sur un chef-d'œuvre occasionnel, mais sur une présence constante et prévisible. Le contrat pour 2 à 3 livres par an qu'Hetzel a imposé à Verne, ce n'était pas une contrainte pour l'artiste, c'était une stratégie fondamentale pour bâtir une relation durable. Deuxièmement, il faut trouver sa valeur hybride. En appliquant la devise « instruire en amusant », ils n'ont pas juste vendu du divertissement, non. Ils ont offert un plaisir qui se justifiait par l'apprentissage, et en faisant ça, ils se sont créés une position sur le marché qui était unique et presque impossible à attaquer. Troisième leçon, il faut architecturer son audience. On n'a pas à choisir entre avoir une large portée et générer des revenus élevés. Le système des 3 formats prouve qu'on peut faire les deux. Le format de base, abordable, sert à acquérir massivement du monde, tandis que le format premium, pour les fans les plus engagés, finance tout le système. C'est d'une efficacité redoutable.
4e point, maîtriser le calendrier émotionnel. Hetzel n'a pas seulement vendu des livres, il s'est inséré dans les rituels familiaux. En concentrant ses lancements premium sur les étrennes de fin d'année, il a associé son produit à un moment d'achat et d'émotion très fort. En gros, il a inventé le marketing saisonnier bien avant tout le monde. 5e, construire un univers, pas seulement des produits. En liant les romans sous la bannière des voyages d'extraordinaire et en y glissant des références croisées, chaque nouvelle sortie ne vendait pas un livre. Non, elle renforçait la valeur de tout le catalogue. C'est la définition même de la bonne gestion d'une propriété intellectuelle. 6e leçon. Transformer les clients en collectionneurs. Les milliers de variations des cartonnages, ce n'était pas un accident. C'était une stratégie de rareté organisée. Ça a transformé l'acte d'achat en une sorte de quête, et un simple acheteur en un collectionneur passionné. Un client fidèle à vie. Et enfin, la 7e est peut-être la plus importante des leçons, savoir séparer les rôles. Verne était le génie créatif, Hetzel, l'architecte commercial. Leur succès monumental repose sur cette complémentarité. Un grand créateur a besoin d'un partenaire stratégique pour lui libérer l'esprit et lui permettre de se concentrer à 100% sur son art. Finalement, tout ceci nous amène à réfléchir à ce qui reste, à l'héritage véritable de cette collaboration extraordinaire. Leur véritable objectif, ce n'était pas le succès éphémère. Pas du tout. Ils avaient cette conscience presque folle de bâtir une œuvre qui allait traverser le temps, une collection que les parents transmettraient à leurs enfants. Ils construisaient pour la postérité. Dans un monde où l'attention est si volatile et où tout semble oublié en quelques heures, cette ambition de la pérennité, c'est peut-être la stratégie la plus radicale qui soit. La question reste donc posée. Face à l'éphémère, que construit-on pour durer ?